tant que biz dev senior, je pouvais gagner jusqu'à 9 000 € par mois. Le but, c'était d'augmenter mon salaire de manière très rapide. Je suis arrivé, j'ai pris ce qu'on me donnait. Parfois, on tire un peu à boulet rouge sur les immigrés, mais très souvent, les immigrés, même en France, ils prennent ce qu'on leur donne. Ils vont pas chercher forcément les métiers les plus cool et autres. Ils travaillent dur et sans parler. J'ai fait un peu la même chose, en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à critiquer des immigrés qui viennent en France, parce que ce que j'ai fait en Angleterre, l'Angleterre est le parfait exemple. Beaucoup de directeurs commerciaux qui sont parfois même pas diplômés, entre guillemets. Mais ce sont des tueurs à gages. J'ai fait un parcours royal, un parcours S, un bac scientifique maths. Ensuite, j'ai fait une prépa. Ensuite, j'ai rejoint une grande école, une école de commerce. Comme tu l'as dit, oui, il y avait des artisans parfois en difficulté dans notre famille. C'était des entrepreneurs. Oui. Donc je pense que même sans s'en rendre compte, on a baigné dans ce milieu d'entrepreneuriat. Alors avec des galères, moins starifiées que maintenant. Enfin, maman était entrepreneur. Est-ce que tu as un amour fou de l'argent ou est-ce que tu as d'autres moteurs? La réussite. Bonjour pour ce nouvel épisode de Cut the Shit avec un format un peu inhabituel aujourd'hui. On va essayer de faire une interview croisée. Pour essayer de se présenter, puisqu'on n'est pas que des entrepreneurs, on va essayer de présenter aussi notre parcours. Si ça te convient, Johan, je vais commencer. Vas-y, je t'en prie. Déjà, comme au rugby, on va te dire, Johan, présente-toi. Avec l'accent en plus. Je me présente, Johan. Je me définis comme un commercial. J'ai travaillé un peu plus de 10 ans dans la tech en tant que commercial. J'ai débuté en bas de l'échelle en tant que BizDev pour gravir toutes les marches, tous les échelons. Et dans ma dernière expérience, j'étais Sales Enterprise, c'est-à-dire les sales grands comptes. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis fondateur de Pygmalion Conseil, qui accompagne les sociétés principalement sur la partie crédit d'impôt et subventions. Et nous avons décidé, justement, avec toi et nos employés, de créer Moriarty, la version digitalisée et augmentée, si je puis dire ça comme ça, de Pygmalion, qui permet d'automatiser et de rendre la détection des aides beaucoup plus simple. On va en parler après, mais je pense qu'il y a un vrai problème autour de cela. Et le simple fait que les gens ne savent pas qu'il y ait plus de, on dirait entre 2000 et 3000 aides en France et que certaines passent à côté, pour moi, c'est un vrai point. Je dirais pas un pain point, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et nous pourrons en parler plus en détail après. Et puis c'est vrai qu'en France, l'aide est protéiforme. Moi, je m'en cache pas. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que lorsque j'ai démissionné de mon dernier boulot, de mon dernier CDI, qui était une situation confortable, j'ai pu avoir un filet de sécurité par une aide qui est méconnue, qui est le dispositif d'émission reconversion, où on a droit au chômage en démissionnant, et ce qui permet d'entreprendre, et c'est ce qui m'a permis de créer ma holding. Mais je vais pas anticiper tes questions. C'était juste pour faire un retour sur l'aide qui est le sujet de notre initiative, mais on va entrer un peu plus dans le cœur du sujet pour toi. En fait, Johan, tu es mon frère. Oui. Je pense que ça se voit et j'espère que ça va être connu au moment où les épisodes sortiront. Mais on n'a pas du tout eu les mêmes trajectoires. On n'a pas toujours vécu ensemble. Toi, tu es parti à l'étranger. Moi, j'ai pas réussi à franchir le pas, à formaliser mon envie d'aller à l'étranger. Tu es parti à l'étranger pendant un peu plus de 8 ans. Tu as même acquis une nouvelle nationalité. Totalement. Je suis anglais également. De ton expérience au sein de la perfide Albion. Oui, totalement. C'est-à-dire que je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais nous sommes dans Cut the Shit, donc je vais y aller de manière transparente et honnête. C'est-à-dire que j'ai eu une forme. J'ai fait beaucoup d'athlétisme plus jeune, à un niveau honorable, niveau national, médaillé au championnat de France, plusieurs fois champion de Martinique, départemental, régional, et après dans le Loiret. Mais j'ai eu de l'ambition au niveau, je dirais, universitaire de manière assez tardive. Et j'ai aussi eu l'impression de m'être également tiré une balle dans le pied.
très clairement. Je pense, et c'est aussi ce que j'inculque à mes enfants et que j'essaye, même s'ils sont tout petits, mais j'essaye de leur donner la valeur, de leur expliquer l'importance d'un bon parcours, je dirais, scolaire, et afin de pouvoir déboucher plus tard sur de meilleures opportunités. Surtout en France. Surtout en Surtout, France. exactement, surtout en France. Et venant de la diversité, je dis les choses clairement. Donc, il ne me restait pas, selon moi, beaucoup de choix. Je n'avais pas forcément les moyens d'entreprendre. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas les différentes opportunités pour entreprendre à l'époque. Donc, pour moi, le moyen le plus clair était de m'exporter. Donc, je suis parti en Angleterre. Dès le premier jour, mais avec une motivation, une détermination, je dirais même, très importante. Et dès le premier jour, j'ai commencé encore plus bas, je dirais. J'ai commencé en tant que serveur, mais dès le premier jour, j'ai trouvé mon boulot de serveur parce que j'ai démarché toutes les rues autour de la City, tous les bars et autres. Et j'ai trouvé dès le premier jour ma première, entre guillemets, expérience. Le but, c'était simplement de parler anglais, parce que je ne savais pas vraiment parler anglais. Donc j'ai pu trouver cette opportunité. Au bout d'un mois aussi, j'ai pu comprendre que ce n'était pas fait pour moi. Et je suis retourné très rapidement aux sources, c'est-à-dire au commercial, sur le marché français, en essayant de comprendre les règles que l'on me donnait, les explications qu'on me donnait totalement en anglais. Et j'ai pu, à partir de là, avoir ma première expérience dans la tech qui m'a permis d'accélérer rapidement. J'ai fait plusieurs années, de nombreuses années, je dirais, dans la MarTech. Ensuite, m'orienter vers l'AdTech. Tu peux un peu expliquer la différence entre les deux? MarTech, c'est l'abréviation pour Marketing Tech, et autour de tout ce qui était du cloud, donc de solutions SaaS. Et j'ai pu travailler pour de très belles boîtes comme Emarsys, qui a été racheté par SAP, IBM Watson Marketing, ce qui m'a énormément attiré avec cette société, c'est qu'il parlait déjà d'IA, de Watson. D'intelligence artificielle, initialement à destination des établissements bancaires. On a même une banque qui s'était un peu créée sur les prémices de cette intelligence artificielle. Ça n'a pas trop marché. C'était Orange Bank. Et puis après, ils ont voulu conquérir la partie marketing grâce à cette intelligence artificielle. C'est cela. Et le lancement sur la partie française, pour concurrencer, à l'époque, ils avaient une solution, très grosse solution pour les grands comptes. Et là, le but, c'était d'attaquer les plus petits comptes, les PME, avec cette solution qui était déjà, entre guillemets, assez intéressante. J'avais pas mal de traction lorsque je pitchais, lorsque je démarchais les gens. Nous étions face à Salesforce quand même, face à d'autres solutions, mais ça n'empêchait pas d'avoir pas mal de traction déjà à l'époque en utilisant les hooks autour de l'IA, l'automatisation, le machine learning. Donc c'était déjà très intéressant. Oui, parce que IBM, c'est pas n'importe qui dans le domaine de l'IA. Alors maintenant, ils sont un peu, on va dire, à la traîne. Comme souvent dans leur histoire, ils sont les premiers sur un sujet, ils exploitent beaucoup la technologie. On se souvient de leur première technologie avec la mise au défi de Kasparov sur les échecs avec plusieurs itérations de leur IA de l'époque. Ensuite, ils sont passés sur le jeu de Go où il y a beaucoup plus de combinaisons possibles et qui est c'est le jeu ultime, hein, en gros, en termes de jeu de réflexion et de rapidité. Et IBM était l'acteur le plus médiatique de l'époque. Ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, oui. mais voilà. Mais voilà, du coup, pour moi, c'était important, comme tu dis, puisque par rapport à la notoriété d'IBM, c'était un peu ma validation. Et je pense que pendant un moment, j'ai beaucoup cherché cette forme de validation, travailler dans des grands groupes, avoir ces opportunités, parce qu'en Angleterre, pour ceux qui ne le savent pas forcément, le système est un peu différent et donne plus d'opportunités. Et surtout, les étudiants s'arrêtent très souvent au niveau bachelor, license, voilà. Donc, c'est vrai. Donc, entre guillemets, c'était plus la norme. Et certains de grandes familles ou des gens avec leur PhD, mais là, c'est plus l'exception en réalité. Oui, totalement. Donc, entre guillemets, dans ce monde où j'étais, entre guillemets, dans la norme,
j'ai pu exceller, puisque on te donne ta chance. Si t'es pas bon, tu dégages. Si tu es bon, tu restes. Et je dirais même, si tu es bon, tu te fais chasser et tu te fais recruter par d'autres boîtes, ce qui a été souvent mon cas. Et j'ai pu gravir les Tu échelons. changeais de boîte avant IBM tous les 6 mois. Ce qui, vu de France, pour moi, était un peu n'importe quoi. Moi, je suis resté pendant 5 ans et demi dans la même société et toi, tu changeais de boîte tous les 6 mois. Oui, c'est vrai. Et pendant un moment, enfin, par la suite, ça m'a même Desservi. desservi totalement. Mais il y avait une stratégie derrière pour comprendre. Le but, c'était d'augmenter mon salaire de manière très rapide. Parce que pour info, Johan habitait à Shoreditch et Shoreditch, c'est un quartier hyper cool de Londres, donc il fallait payer le loyer. C'est un peu ça. Mais étant donné que je suis arrivé, j'ai pris ce qu'on me donnait. Parfois, on tire un peu à boulet rouge sur les immigrés, mais très souvent, les immigrés, même en France, ils prennent ce qu'on leur donne. Ils vont pas chercher forcément les métiers les plus, je dirais, cool et autres. Ils travaillent dur et sans parler. J'ai fait un peu la même chose, en fait, hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à critiquer des immigrés qui viennent en France, parce que ce que j'ai fait en Angleterre. Et j'ai bossé, et j'ai bossé, et j'ai bossé. J'étais acharné. J'ai pu gravir les échelons. Euh, et rapidement aussi, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, tu as de la performance, tu peux prouver que tu as de la performance, tu as des résultats, tu es bon, tu arrives à passer les entretiens. On vient te chercher et en général, c'était entre 30 et 40% en plus sur le salaire. Donc, Ah oui, donc pas mal. Donc, très bonne raison de changer tous les 6 mois. pas tous les 6 mois quand même, mais plus tous les, je dirais, 8 à 9 mois. Le fait, c'était aussi du fait d'une frustration. Tu arrives dans une boîte, tu donnes tout à 100%, tu arrives très tôt, tu finis tard, tu donnes tout. Pas d'enfants, donc la possibilité d'être à fond, pas de famille et autres. Et de voir que, ok, tu performes, mais n'oublie pas que tes business dev restent à ta place. Parfois, c'était frustrant, surtout en travaillant avec des équipes françaises, et de se rendre compte qu'en fait, j'envoie de la qualité, mais derrière, ça ne suit pas, en fait. Ça close pas. Ça close pas. Donc, qu'est-ce que je fais? À un certain moment, je me suis dit, bon, je prends les rênes et je close tout seul, en fait. Je le close, je sais que je peux le closer. Et c'était assez frustrant et de voir que je demande justement d'évoluer, de prouver, sans forcément avoir une augmentation de salaire et autres, juste de prouver que je peux faire le job. Et de ne pas avoir cette possibilité, c'était parfois frustrant parce que tu es rentré en tant que business dev, tu étais bien content parce que on t'a donné cette opportunité. Maintenant, fais le boulot et tais-toi. Mais si derrière, ça ne suit pas, ça peut être parfois frustrant. Chez IBM, je pense que je peux dire, je n'ai pas de contrat de confidentialité, mais je pense qu'à certains mois, je gagnais bien plus que les commerciaux eux-mêmes parce que je délivrais beaucoup, que mes deals, comme mes opportunités étaient validées. En plus, qu'il y avait des challenges internes. Donc, à certains moments, oui, en tant que biz dev senior, je pouvais gagner je me rappelle plus, je crois, à un moment, jusqu'à 9 000 euros par mois en cumulant le Le fixe fixe et et le variable. les incentives. Voilà. Je crois presque quasiment 10 000 parce que je crois que j'avais ça en tête. Mais oui, en tant que biz dev. Donc, c'était énorme. Mais il y avait toujours cette frustration. À certains moments, l'argent ne suffit pas forcément. Il y a toujours cette frustration de. Oui, parce que c'était extrêmement segmenté. On était sur du Fordisme hyper avancé. C'est ça. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai pas trop connu dans ma carrière. Mais en gros, sur les fonctions commerciales, il y a les gens qui vont aller prospecter pour avoir des leads. La lead doit être qualifiée. C'est à ce moment-là que toi, tu pouvais avoir une incentive. Et derrière, il y avait des gens qui étaient censés closer le deal et ramener du CA à la boîte, quoi. Totalement. Avec un principe qui est assez différent de l'Angleterre, les États-Unis et la France. C'est-à-dire qu'en France, ils vont prendre des gens qui sortent de grandes écoles de commerce et autres. Ils vont dire, parfois, ils n'ont pas forcément l'expertise, mais ils ont la notoriété de la grande école. Ils vont dire, toi, tu es en capacité de closer. On sent, tu parles bien, tu t'exprimes bien, tu arrives à créer du lien. Après, il y a des codes, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des Il y codes. a des codes sur la diction, la manière de prendre la parole.
la façon d'approcher le client, de pouvoir se restreindre Oui, sur certains sujets, d'avancer sur d'autres, mais ça fait pas tout. ça fait pas tout. Et l'Angleterre est le parfait exemple. Beaucoup de directeurs commerciaux qui sont parfois même pas diplômés, entre guillemets, mais ce sont des tueurs à gages. Et j'apprenais énormément puisque je baignais dans cela, en fait, avec mes commerciaux anglais. Tu entendais ils ont même je ne connais pas le terme technique, mais des manières de parler afin de jouer sur la psychologie, et ils le font de manière très naturelle. Euh, et voir ça, c'était très stimulant et c'était hyper motivant. Donc, la volonté d'avancer. Et voilà, et après, j'ai dû changer pour qu'on puisse me donner mon opportunité ailleurs. Lorsque tu arrives aussi avec un tampon IBM aussi, ça aide un peu plus après par la suite. Donc j'ai pu évoluer après plus vers le métier de sales. J'ai pu prouver justement et closer de beaux deals. Ok, très clair. Et sur cette expérience anglaise qui a duré combien d'années? Environ un peu plus de 8 ans. Après, il y a eu Brexit, puis Covid. Et là, je me suis dit que, bon, loin de la famille, loin des gens, et peut-être aussi parce que je commençais à avoir un salaire assez confortable, je me suis dit que je pouvais rentrer et faire ma place en France et que j'avais plus à rougir de ne pas avoir certains diplômes, puisque je l'avais compensé par mon expérience. Ok. Et sur cette expérience d'un peu plus de 8 ans, alors déjà, tu as décroché la nationalité, ça je l'ai spoilé, Oui, t'es franco-anglais. totalement. C'est quoi ta plus grosse réussite? C'est quoi ta plus grosse fierté là-bas? J'ai gagné de très beaux deals, mais je ne dirais pas forcément cette partie-là. Je pense que c'est d'avoir osé déjà dès le départ, d'avoir tenu bon, de garder le cap. Enfin, à l'époque, je voyais beaucoup de Français qui venaient et qui étaient en mode petit job. Et parfois, pendant 2, 3, 4 ans, et en discutant avec eux, tu découvres qu'ils sont ingénieurs, en fait. Je me dis, mais ça n'a pas de sens. Tu es venu pour apprendre l'anglais, ok, mais peut-être que tu peux être ingénieur ici aussi. Et gagner mieux et arrêter de faire des petits boulots ou je sais pas quoi. Et non, moi, j'avais un exemple aussi, Yasmine, qui est arrivée un peu d'Allemagne, un peu avec la même mentalité que moi et qui a tout dégommé. Et on a toujours eu cette mentalité, On est là. on sait pourquoi on est là. Sinon, je préfère être, si c'est pour faire des petits jobs ou machin, où on me donne pas forcément ma chance, je vais dire quelque chose, mais je préfère être au soleil, puisque je suis de la Martinique, voilà. Je préfère être au soleil, faire s'il faut des petits jobs et vivre tranquillement que d'être dans la grisaille de Londres et juste sortir et m'amuser et vivre de petits jobs. Donc, j'étais pas venu pour ça. Donc, c'est ça, ma fierté d'avoir gardé le cap à certains moments où c'était un peu plus difficile, la résilience qui me vient, je pense, de mon passé de sportif et l'ambition. Ok. Et l'anecdote la plus drôle? L'anecdote la plus drôle, des, des parties avec mes collègues, puisqu'avec IBM, nous avions voyagé. Nous avions voyagé à Las Vegas, nous avons pu voyager à Washington. Et après, j'avais pris mon billet aussi une fois pour partir à Miami. Et un collègue m'avait suivi et c'était incroyable. Nous avons pu profiter, c'était cool. Donc ça fait quand même du bien d'être dans des grosses sociétés de Oui, temps en temps pour des congrès un peu aux États-Unis, à la maison mère, etc. oui, et une petite anecdote, c'est-à-dire qu'en Angleterre, on travaille très très dur, Mais on très célèbre tôt. les victoires. On célèbre les victoires et très très souvent, le directeur commercial ou parfois même le boss anglais, euh, le jeudi, il nous réserve une table dans un bar ou dans un truc ou dans un pub et Des entre vrais guillemets, after-work. De des, vrais after-work. des vrais Pas... after-work qui commencent à 16h30, 17h. Donc, Jusqu'à 20h, oui. tout le monde est sur le trottoir et est en train de dégueuler. Hein. On va pas se mentir, c'est la vision qu'on a des Anglais. Pas dans le monde du travail quand même, il faut se tenir un minimum, mais c'est vrai que
Non, les autres personnes Oui, du bar, quoi. c'est ça, Ceux qui sont exactement. pas en after work, qui sont là en soirée, C'est ça, uniquement. exactement. Donc, oui. Mais c'était un modèle très cool que j'ai beaucoup apprécié. Même le fait de donner du feedback, il commence toujours par un point positif avant de passer au négatif. Donc, il y avait des petits tips comme ça que j'essaye de réutiliser et que j'apprécie énormément, en fait. Ok, ok. Très clair. Et du coup, retour en France, Oui. post-Covid ou intra-Covid, entre quelques confinements, ça se passe comment pour le retour en France? Est-ce qu'il y a eu, c'est assez bête de dire ça parce que ça a été que 8 ans, mais est-ce qu'il y a eu une difficulté d'acculturation à ton retour ou pas du tout? Oui et non, c'est-à-dire que lorsque j'ai toujours couvert le marché français, enfin francophone, je dirais, c'est-à-dire les pays limitrophes, la Suisse, la Belgique et la France, et un peu le marché anglais. Mais par contre, j'ai toujours passé mes entretiens avec des Anglais. Passer des entretiens avec des Français, la première fois, c'était un peu un choc. On m'a même dit, mais c'était assez bizarre comme commentaire, mais est-ce que tu sais toujours parler anglais? Parce que je pense que j'avais des anglicismes ou une manière. Français, est-ce que tu sais Est-ce que encore tu parler? sais toujours parler, pardon, est-ce que tu sais toujours parler français? Parce que j'avais beaucoup d'anglicismes et des choses, ou une approche différente en fait. Et j'avais vécu un entretien assez stressant où leur technique, mais ils le disaient ouvertement, c'était de te mettre sous pression au De te maximum. déstabiliser, ouais, pour De, voir ta gestion à la pression. voilà. Et j'avais vécu de manière assez mal, entre guillemets, qui était totalement différent des modèles anglais où l'approche est assez informelle, même pour des entretiens. Le fait, c'est de te mettre en situation où tu serais le plus naturel que possible et d'essayer de détecter dès le début déjà si tu as des comportements qui pourraient être bénéfiques ou potentiellement qui pourraient poser problème. Alors que cette approche était totalement différente. Je ne pense pas que ce soit le fait de mettre quelqu'un sous pression euh, À moins que qui le job, révèle, à moins que le job te mette sous pression H24, à et moins où que là, le patron te mette sous ça fait pression sens. H24. Peut-être, hein, on ne sait pas. Oui. Mais en tout cas, c'était très bien payé. euh, mais en tout cas, ça ne l'a pas fait. Mais je pense pas que j'aurais pu travailler dans un groupe comme ça. Donc, c'était mon premier, entre guillemets, qui a accentué mon inquiétude. Mais après cela, j'ai pu travailler avec des groupes, j'ai pu passer des entretiens avec des groupes portugais, des groupes américains ou français ou anglais qui voulaient s'installer en France. Et ça a été totalement différent et ça s'est très bien passé en réalité. Donc il n'y a pas eu de, de remise à niveau, remise à zéro, entre guillemets. Le seul point, c'est que j'ai dû m'installer à Metz et c'était un peu un choc, entre guillemets, culturel. Passer de Shoreditch à Metz, ça doit faire bizarre. Quoique, Metz est une très belle ville, hein, au demeurant. Voilà, donc on s'y habitue très vite parce que la ville est très chaleureuse, les habitants sont très chaleureux, une belle petite ville française, proche du Luxembourg, donc pour voyager c'est assez pratique, assez proche de Paris, 1h30 à peine en TGV. Euh, mais c'est vrai que la taille, en termes d'activité et de choses, c'était beaucoup, beaucoup plus réduit. Mais je ne vais pas mentir, je me suis habitué assez rapidement. Ok. Et là, sur les premières minutes de notre échange, il y a un truc qui revient assez souvent, c'est l'argent. Est-ce que tu as un amour fou de l'argent ou est-ce que tu as d'autres moteurs? Tu nous as parlé du sport. L'athlétisme, c'est pas le sport où il y a le plus d'argent. Oui. C'est quoi ton moteur? C'est quoi ton vrai moteur? La réussite, c'est-à-dire que je me challenge énormément. Je dirais pas au début, peut-être que je me comparais aux autres. Et maintenant, non. Moi, je veux essayer, je sais que ça fait bête et cliché, mais essayer d'être la meilleure version de moi-même. À certains moments, c'était la version esthétique. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport, même après l'athlétisme. 6 fois par semaine De à la la muscu, salle, quoi. de T'es la un go muscu. muscu. Exactement. Et avoir le six-pack et autres. Et
il y a eu un switch parce que j'ai pu réaliser que je pouvais enfin devenir entrepreneur. J'ai toujours un peu, je dirais, un peu idéalisé les entrepreneurs, ce job et autres. On entend même parler que c'est assez à la mode, entre guillemets, le fait de dire je suis entrepreneur, j'ai lancé ma boîte et autres, et j'ai levé des fonds. Mais je me souviens des épisodes de Culture Pub et après de Capital et autres. Euh, le côté entrepreneuriat m'a beaucoup intéressé très tôt. Je suivais déjà Xavier Niel à l'époque, il y a peut-être 15-20 ans, euh, sur Capital, le lancement de Free, le Ouais, bruit qu'il a fait il a autour de free, il a tout ça. compris. C'est ça. Une pub qui n'a pas été justement totalement comprise parce que les gens pensaient que ils comprenaient tout uniquement, mais il y avait aussi ce jeu sur les trois éléments liés à la communication qui arrivaient dans une seule offre. Dans Donc le une tout box. compris, un Oui, full package, un peu à l'anglaise aussi. Ouais. oui. Donc c'est ça. Mais il y a eu Bernard Tapie, on peut en dire ce qu'on veut, mais très inspirant, parti de zéro. Je respecte les. Deux patrons de gauche hein, pour l'instant. Donc, je respecte totalement les grandes familles avec les jeunes qui arrivent à relancer ou encore à accélérer la croissance des sociétés familiales. Mais pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup plus d'admiration et de respect pour ceux qui parlent de zéro et qui font des success stories folles. Moi, ça m'inspire énormément. Donc, voilà. Ouais, Bon. moi, je suis plus modéré que toi sur le sujet, mais c'est vrai que tu as parlé de Capital à l'époque avec Emmanuel Chin. On regardait beaucoup l'émission et on essayait de lire aussi des livres sur les sujets qu'on voyait dans l'émission. Après, on lisait sur Internet, Wikipédia, des trucs du genre, avant Perplexity et ChatGPT. Mais il y a un épisode qui m'a fait beaucoup rire, toi aussi, je me souviens, on l'avait regardé ensemble. C'était l'un des fils à Flelou qui voulait un peu vendre qu'il était parti de De zéro zéro. et ne pas uniquement se bâtir sur la réputation et le succès de son père. Et il avait lancé des montures de lunettes. Donc son premier distributeur, c'était son père, mais du coup, il partait un peu de zéro selon lui. Donc oui, c'est vrai que parfois, ça peut être drôle. Mais je suis plus modéré sur le sujet que toi. Oui, mais pour moi, je trouve ça assez drôle. Et en même temps, je pense que si nous étions dans leurs chaussures, nous aurions eu le même complexe ou le même dilemme, entre guillemets, exister sans exister à travers ses parents, en fait, hein, via le prisme du père qui a déjà réussi ou de la mère qui a déjà réussi. Je pense que ça doit être un vrai combat, un vrai challenge pour eux. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que je suis plus modéré. Après, moi, je pense que on n'est pas, on ne peut pas être défini par l'endroit où l'on vient. Et je pense que même chez les pires personnes pour moi, les pires personnes sont les personnes qui ont des préjugés sur les autres, qui n'ont pas la curiosité de s'intéresser à l'autre. Je pense ils ne jugent pas sur l'origine de la personne, mais sur ce qu'elle pense. Ces personnes-là jugent sur ce qu'elles pensent que ces personnes font. Je pense Oui, qu'on est toujours jugé sur ce qu'on fait, et c'est pour ça que je suis plus modéré. C'est-à-dire que quand tu fais partie d'un groupe communautaire, on va te juger sur ces personnes-là vont te juger sur ce qu'elles pensent que cette communauté fait. oui, Mais si demain tu arrives et que tu fais quelque chose d'extraordinaire, on va dire ah regarde c'est le gars qui a fait telle chose. Donc je suis un peu plus modéré avec toi, mais c'est vrai que il y a cette nécessité de faire par soi-même et de ne pas se baser uniquement sur les acquis des parents ou de la famille. Mais ça va très vite dans les deux sens, hein. On c'est a vrai. vu aussi des grandes sociétés un peu plongées, surtout en France, on ne va pas les nommer, hein, pas besoin de ça, sur les dernières années, où des héritiers ou des personnes même qui avaient rencontré le succès ont vu leur société totalement plonger ou disparaître en quelques années. C'est vrai, c'est vrai. Mais soyons honnêtes, nous n'avons pas ce problème. Non, on n'a pas ce Donc, problème-là. nous n'avons pas ce problème. Donc, c'est vrai que je m'inspire beaucoup plus des gens qui ont des origines plus modestes. Ça me sert de moteur.
De boussole. de boussole exactement. Et ça me permet de me dire, c'est possible. S'il l'a fait, il a 2 pieds, il a 2 jambes, 2 bras, une tête comme toi. Donc s'il l'a fait, C'est tu ce peux qu'on le dit faire. beaucoup au rugby, hein. Deux, Exactement. deux bras, deux jambes, en gros, il tombe comme tout le monde ou il avance comme tout le monde, hein. C'est à voir. C'est C'est toi qui cela. te mets en face et tu vois ce que tu en fais. C'est ça, exactement. Et après, il y a la notion de forcément de résilience. Pour moi, plus, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une capacité d'apprentissage énorme, mais je dirais que à la fin, il y a aussi une capacité d'exécution et de résilience. Ah, totalement, totalement. Ok, très clair. Et du coup, là, ta nouvelle aventure, notre nouvelle aventure, Moriarty, pour toi, c'est quoi la raison d'être de Moriarty? Il faut comprendre qu'à la base, nous avons, bon, déjà, nous sommes petits-fils d'artisans, beaucoup de familles dans le BTP, et nous avons toujours vu euh, nos familles qui entreprennent, mais qui ont toujours eu des difficultés, par exemple, de paiement aux Antilles, qui ont eu des difficultés de trésorerie, parce que pour les mêmes raisons parfois. Et de se dire qu'il y a autant de sociétés qui coulent parfois pour ces raisons, je me dis que c'est fou en fait. C'est fou. Il y a les compétences, le sérieux, l'exécution et parfois manque de trésorerie. On peut trouver différentes raisons pour expliquer cela, mais je me dis que parfois ce n'est pas normal. Et si en plus l'État a créé des aides pour les accompagner et qui ne sont même pas au courant de ces aides et qui ne peuvent même pas en tirer profit, je dis qu'il y a vraiment il y a un problème, il y a un grain de sable, il y a un caillou dans la chaussure. Et mon idée, depuis 2 ans, parce que j'ai d'abord créé Pygmalion Conseil, c'était d'essayer d'enlever ce caillou, d'être la solution, de les accompagner au mieux de manière la plus juste que possible. Donc c'est ça. Ok, très clair. Merci beaucoup. On switch un peu les rôles Les à rôles, partir de maintenant. totalement. Je te laisse prendre la main. Donc Woody, qui es-tu? Alors moi, pour me présenter, ben, je suis ton petit frère. On est originaires tous les deux de la Martinique. Moi, j'étais un peu moins sportif au départ, un peu plus scolaire. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'avais réellement compris l'intérêt de l'école, mais c'est plus que je me plaisais à apprendre des choses nouvelles. Je pense que c'est ma qualité première, la curiosité. Et puis, j'avais une très bonne mémoire et le système scolaire euh, en France fait la part belle à la capacité à engranger beaucoup de connaissances et à les retranscrire parfois de façon pas forcément ultra intelligente. Mais moi, ça me permis d'avoir un peu des facilités ou d'être vu comme quelqu'un qui avait des facilités, alors que j'étais juste curieux et que j'avais une très bonne mémoire. Et du coup, j'ai fait un peu un parcours, une voie royale. On dit souvent ça, très bonne, enfin, un parcours S à l'époque. Ça n'existe plus, ça, pour les plus jeunes, s'ils regardent. Mais c'était un bac scientifique maths. Ensuite, j'ai fait une prépa. Ensuite, j'ai rejoint une grande école, une école de commerce. Et puis, comme je m'intéressais un peu à tout et que j'avais une forte appétence pour les maths, pour les chiffres, pour la finance, je suis allé dans un endroit qui me permettait d'avoir encore le choix sur la suite de ma carrière. C'était un cabinet pluridisciplinaire, KPMG pour ne pas le nommer. Superbe endroit. Moi, j'ai adoré les années passées chez KPMG et je trouve que je ne m'étais pas trompé. Parce que, encore une fois, il y a quelque chose que tu as dit qui était super intéressant, c'est que parfois on va chercher des gens en école de commerce, ils n'ont pas forcément de meilleures compétences que toi. Et ça, je suis totalement d'accord, parce que par exemple, en arrivant en audit conseil chez KPMG, il y a eu une forte part qui était dédiée à la formation. Parce que quand on sort d'école, quand on sort de l'université, on n'est pas fini, Oui. on n'est pas prêt à travailler, c'est pas du tout le même rythme. En école, c'est pas que la fête, mais on n'est pas sur un rythme de travail tel qu'on peut le retrouver en cabinet. Les codes, oui, on les a plus ou moins.
aller voir un client, faire la différence avec les clients, les collègues. Et il y a beaucoup de strates en cabinet. Alors certes, on gravit ces strates et les échelons assez rapidement si on est performant, puisque chaque année, on a la possibilité de changer de grade. Mais il y a beaucoup de strates avec un niveau de seniorité et d'expérience qui est démultiplié, je vais dire, toutes les 2, 3 années. Donc, les gens ne sont pas forcément beaucoup plus âgés que toi, mais ils ont un background grâce à leur expérience sur le niveau du travail assez folle. Et ça, je pense que c'est là où je me suis vraiment défini. C'est grâce à cette expérience chez KPMG. J'ai aussi eu la chance d'avoir des clients qui avaient des entités un peu partout dans le monde, à la Martinique, Guadeloupe, Guyane, donc dans les Antilles, et ça c'était top pour retourner Oui, un peu forcément. chez moi, aussi à La Réunion, à Londres. Donc c'était assez cool d'être sur des missions où je pouvais continuer à parler dans plusieurs langues, en anglais. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai eu la chance aussi au départ de tomber sur des managers extrêmement exigeants, mais extrêmement aussi pédagogues et qui m'ont aidé à grandir. Et puis après, quand on performe un peu, les gens ont envie de travailler avec toi. Donc, j'ai travaillé avec d'autres managers qui étaient aussi tout aussi exigeants, avec des associés ensuite qui étaient top. D'ailleurs, certains d'entre eux, je parle des associés ou des managers maintenant, ont des positions un peu de dirigeants de KPMG à l'heure actuelle. Donc, j'ai été formé à bonne école et je parle beaucoup de cette expérience parce qu'elle m'a vraiment défini. Puis ensuite, je suis passé à la Société Générale, à la direction financière, où j'ai travaillé sur des sujets un peu plus divers. C'était toujours lié à la finance, mais un peu plus lié à l'automatisation, aux grands jeux de données, à l'IA un peu. Et puis, au bout d'un moment, après avoir travaillé sur un projet de fusion des réseaux de banques, j'ai lancé ma boîte parce que j'avais envie de lancer ma boîte depuis longtemps. C'était vraiment ce qui me tenait à cœur. Comme tu l'as dit, oui, il y avait des artisans parfois en difficulté dans notre famille. C'était des entrepreneurs. Oui. Donc je pense que même sans s'en rendre compte, on a baigné dans ce milieu d'entrepreneuriat. Alors avec des galères, hein, moins starifiées que maintenant, mais c'était vraiment, enfin, maman, en toute transparence, était entrepreneur. Je pense que ça a eu un impact sur nous. On a des oncles aussi qui étaient qui évoluaient dans le même cadre, avec toutes les difficultés qu'il y a aux Antilles. Euh, voilà, mais je pense que j'ai toujours eu cette vision de me dire que bah, soit je serais associé en cabinet, soit j'allais ouvrir ma propre boîte. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve un peu là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a pu orienter tes choix? Tu as déjà parlé un peu avec KPMG. Tu as, tu as eu un passage aussi à la SOG, Société Générale. Qu'est-ce qui a pu orienter tes choix professionnels? Est-ce que c'était justement l'argent, l'expérience, la motivation? Est-ce que c'était court-termiste ou c'était je sais que dans 10 ans, je sais que je veux être là, donc C'était un peu un mélange de tout ça, oui, l'argent, on va pas se mentir. J'ai fait tout ça quasiment toute ma carrière, pas quasiment, toute ma carrière à Paris. Euh, donc l'argent, il faut pouvoir se loger, il faut pouvoir bien profiter de la vie. On a eu un invité qui a dit, je veux pas survivre, je veux vivre. oui, Voilà, c'est Andy. nécessaire. Voilà, Andy, qui est profondément inspirant. Euh, je pense que c'est nécessaire d'avoir de l'argent pour bien profiter, ne pas se réveiller avec je sais pas, une boule au ventre. Donc c'est important, mais c'était pas que l'argent. C'était vraiment la curiosité et l'envie de monter en compétences. Comme je l'ai dit, en sortant d'école, oui, on a des codes, on a des connaissances, mais il y a plein d'autres choses à apprendre. Et puis, l'environnement, il est mouvant, il change tout le temps.
Et je trouve que je suis resté longtemps en audit parce que ça se passait bien, mais aussi parce que chaque année, j'apprenais des choses nouvelles. Et comme je l'ai dit au départ, la part donnée à la formation est assez folle. Les cabinets sont assez early adopters. Alors, c'est pas eux qui vont changer la face du monde avec l'IA, par exemple, Oui. maintenant, mais ils l'ont déjà intégré et depuis longtemps dans leur méthode de travail. En gros, un cabinet, pour comprendre, hein, parce que parfois les gens se plaignent des cabinets de conseil, c'est quelqu'un qui doit arriver sur un sujet, qui le connaît par analogie. En gros, j'ai pas forcément vu exactement ce qui se passe dans ta société. J'ai vu des choses qui s'en rapprochent. Je dois comprendre assez vite ce qui se passe euh, pour détecter soit des erreurs, des scories ou te faire une vue un peu plus intelligible de la situation. Et puis ensuite, te faire une restitution dans un temps extrêmement réduit, parce que ce soit une mission d'audit où tu dois faire une restitution sur la validité des comptes ou une mission de conseil où tu dois faire des précaux par rapport à une situation X ou Y, ça se passe en semaines, hein. Même les audits où les gens passent des mois dessus, il ne faut pas oublier que il y a des centaines de personnes, voire des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui produisent l'activité des sociétés. Moi, j'étais en financial services, donc dans auditer et conseiller des banques, des fonds d'investissement. Euh, Chaque jour, il y a des millions de transactions. Comment tu arrives en tant qu'équipe de 5-10 mecs de moins de 30 ans, chapeautés par des trentenaires et un associé qui a d'autres missions, qui a une responsabilité civile aussi, il peut aller en prison si ça se passe mal côté audit, à faire une restitution qui est correcte. Bah, tu dois charbonner et puis tu dois utiliser tous les outils qui sont à ta disposition pour comprendre la situation de l'entreprise, pour comprendre son environnement. Quand je dis l'environnement, c'est les lieux sur lesquels, le lieu sur lequel elle évolue, les parties prenantes autour, la concurrence, voir l'état de la concurrence pour voir comment les activités menées sont retranscrites dans les comptes, pourquoi c'est pas pareil, etc. Donc c'est aller très vite, faire une restitution à des gens qui ont un niveau de seniorité et de connaissance de la boîte qui est toujours plus importante que la tienne. Donc il y avait ce sujet de, OK, j'engrange un maximum de connaissances, et qui était assez fou. Et c'est ça qui me drive, moi. Vraiment comprendre, construire des trucs, aller vite. C'est ma motivation. J'ai toujours été dans ce jeu-là. Et quand je pense que j'apprends plus, j'aime bien passer à autre chose. Mon passage chez Société Générale m'a permis aussi d'engranger des connaissances, mais je pense moins, parce qu'il y a un sujet maturité. Je suis arrivé à la Société Générale après quasiment 6 ans à KPMG. J'ai passé quand même 4 ans et demi à la Société Générale sur différents sujets, mais sur en globalité, le rythme d'apprentissage était moins soutenu et je pense que j'avais envie du coup, d'aller confronter les compétences et les connaissances que j'avais engrangées à un autre niveau. Voilà. D'accord. Parle-nous de ton passage en tant que, je dirais, entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, le premier passage en tant qu'entrepreneur. Ça s'est fait de manière très graduelle. Il y a eu le Covid hein, qui a chamboulé nos vies, où on avait beaucoup plus de temps pour nous, mais à la maison. Et alors, très cool de passer du temps à la maison, de profiter des siens, de bosser à distance un peu moins cool. Par contre, à ce moment-là, j'étais sur des sujets qui étaient hyper intéressants euh, et j'étais satisfait, mais je me suis dit que j'en voulais plus. Et donc, avec des amis, des anciens de KPMG, on a lancé un petit side project où on allait aider des entreprises à se structurer pour lever des fonds. Et quand on dit se structurer, c'est
OK, explique ton offre de manière plus claire. Tes slides, nous, en venant de l'audit conseil, on avait fait beaucoup de slides. Tes slides ne retranscrivent pas forcément très bien ce que tu es en train de nous pitcher. Retranscrit mieux, aider à construire des business plans, aider à simplifier, à comprendre les mouvements de cash. Donc voilà, c'était des compétences qu'on avait acquises où on n'était pas les meilleurs, mais où on avait identifié une niche où on pouvait aller et apporter de la valeur. Donc ça a été ma première aventure entrepreneuriale avec 3 autres personnes. Et puis ensuite, ce business-là a un peu essaimé dans nos têtes. On est 2 à être partis en full-time sur ça. On a créé Workuts, première entreprise, qui était un peu toujours sur ces sujets-là, mais on a été plus loin. On a été sur la direction financière externalisée à 2 et avec une approche très donnée, très data, très infrastructure aussi et automatisation. On utilisait Notion, Zapier, Alteryx pour automatiser une palanquée de reporting pour nos clients. Donc ça a été la première aventure. Il y a eu beaucoup d'échecs. On ne va pas se mentir sur les 2. Mais il y a eu de très grosses réussites, de très belles fiertés avec des clients qui ont fait de très belles levées. Principalement dans le secteur du jeu vidéo. Secteur du jeu vidéo. En gros, à la base, c'était secteur de l'e-sport. Ouais. Moi, j'adore, tu le sais, la Formule 1 et les sports mécaniques. J'ai même un simulateur à la maison. Et pendant la crise du Covid, il n'y avait plus trop d'événements sportifs. Tu étais classé, c'est cela? Ouais, j'étais classé. J'étais classé dans à un moment, 800 meilleurs joueurs mondiaux sur Gran Turismo. Donc, c'est pas iRacing pour les connaisseurs, mais il y a quand même du niveau. C'était hyper challengeant. Ben, voilà, hein, quand tu es chez toi et que tu as du temps le soir de 23h à minuit, soit je m'entraînais, soit je faisais des compétitions. C'était une compétition de la FIA à l'époque. Ils ont perdu ce truc. Ouais, c'était une compétition de la FIA. Il y a des joueurs du monde entier qui viennent, qui jouent. Dont des professionnels, Dont non? des professionnels qui étaient dans des structures, par exemple R8G, qui est la structure de Romain Grosjean, donc d'e-sport et tout. Et là, en fait, je joue, mais en jouant, je me dis, mais il y a une économie derrière ça. Oui. Moi, je suis là, c'est un peu un exutoire et j'adore les sports mécaniques. Donc, c'est ma façon de continuer à en faire. Mais il y a des mecs plus jeunes que moi qui ont 20 ans, 19 ans, qui sont sous contrat pour faire ça. Ils ont des voitures sponsorisées avec des vrais sponsors réels. Et je me dis, OK, l'e-sport, c'est un truc, je sais, mais tu t'es jamais penché sur l'économie de ce truc-là. Et avec mes 3 potes, Mathieu, Ludo et Pierre, je vais les citer sans donner leur nom, on se dit, il y a un truc à aller chercher parce qu'il y a des structures qui se montent, il y a des belles levées qui se font à l'époque, parce que c'est un moyen de toucher les gens, le sponsoring, etc. Toi, tu parlais du marketing. C'est une forme de communication, d'avoir son logo sur une voiture qui performe bien, de manière virtuelle aussi. Et on essaie de détricoter. On trouve un partenaire, Stackern. Salut aux amis de Stackern. Et on se lance dans l'aventure d'aller les aider à monter les fonds. Donc, on a été dans l'e-sport au départ parce que très niche et qu'on voyait qu'il y avait un besoin de structuration. On a bifurqué parce que c'était pas un marché assez grand, surtout en France, vers jeux vidéo. Donc, on a fait ça pendant un bon moment. Puis, on a ouvert à tout l'entertainment. On a eu des clients qui travaillaient sur le son parce qu'il y a besoin de chatter. Oui. Le son, c'est aussi utilisé pour les conf calls, etc. Donc, on a fait ça. Mais au départ, oui, c'est parti de la pratique du jeu vidéo. On s'est dit, il y a un truc à creuser, allons-y, quoi. D'accord. Et le passage par la suite vers Moriarty? Le passage vers Moriarty, c'est que toi, tu avais besoin d'un directeur financier externalisé. Tu n'es pas allé chercher très loin. Je t'ai fait un bon prix. Et puis, qualité aussi. Non, je rigole. En gros, tu connaissais mon parcours. Moi, je suis très mauvais
sur tout ce qui est commerce, vente, canal d'acquisition, ça commençait à être mieux. Mais pour me vendre, je suis assez mauvais sur ce point-là. Donc, je cherchais des clients par recommandation. Toi, tu as fait partie de mes premiers clients. Je t'ai livré une infra qui permettait de soutenir l'activité de ton cabinet. Et en fait, plus on discutait, plus on voyait qu'il y avait des ponts directs et que Entre le dilutif et le non dilutif. entre le dilutif et le non dilutif, sachant qu'à ce moment-là, j'ai accru mes investissements dans les startups françaises. Toi, tu es plutôt crypto à la Pas base. que, oui, Ouais. mais À la pas que, base, tu es oui. plutôt crypto. Mais à ce moment-là, je commençais à avoir des trucs, puisque quand on investit dans des boîtes, on voit des business models intéressants, on voit des idées de transformation, de distribution. Et voilà, toi aussi, tu as commencé à investir dans des startups. Et on s'est dit, bah, il y a un truc à creuser. Et si on veut vraiment avoir un impact sur ce marché du financement non dilutif, faut pas juste rentrer dans la rat race et suivre le modèle des autres cabinets, mais recréer un nouveau modèle. Totalement. Est-ce que ce nouveau modèle, par rapport aux sociétés qui sont déjà là et qui le font parfois très bien depuis 10 ans, est-ce que tu peux nous en dire plus justement par rapport à ce Bah, nouveau modèle? les sociétés qui sont là depuis longtemps, c'est des cabinets de conseil, hein, on va pas Oui. se mentir. Elles font très bien leur boulot. Mais Certaines, oui. ouais, Certaines. certaines font très bien leur boulot, mais pour seulement un certain type de clients. Il y a une stat qui nous avait frappé quand on a commencé à se pencher sur cette entreprise, c'est 80% des TPE-PME passent à côté des subventions qui sont disponibles. Ou le chiffre concernant le C2I, Ouais, qui est censé être l'aide une des aides les potentiellement plus connues les plus et où connues. l'État estime que normalement on est à 100 000 bénéficiaires théoriques et où il y a 10 000 demandes de compagnies, de sociétés différentes. Donc quand on dit ça, oui, ok, peut-être que le métier est bien fait sur les sujets qui sont traités, mais il y a tout un pan de notre économie qui est pas accompagné. C'est sûr. Et je trouve, en venant du conseil, que l'accompagnement est nécessaire. En venant du monde du conseil, je trouve que l'accompagnement est souvent nécessaire sur ces sujets où il y a beaucoup de formalisme. Et en tant qu'ancien, pas ancien, en tant qu'investisseur, je trouve que on a besoin d'avoir aussi quelque chose de plus transparent, moins d'asymétrie de l'information et de donner des clés aux entrepreneurs, aux entreprises, de savoir qu'il y a des aides qui sont votées pour elles et d'aller les décrocher plus rapidement. Il y avait une frustration de mon côté. Toi, tu avais déjà lancé la machine, donc on a uni nos Totalement. forces pour aider et booster la trésorerie des entrepreneurs français. Le mot de la fin, tu as expliqué que tu es du coup un investisseur, un entrepreneur, un gamer, mais aussi un rugbyman. Tu l'as pas dit ça. Ça, je ne l'ai pas dit. Je garde l'exclusivité pour le podcast d'Adrien, Green to Green. Pourquoi Donc, tu es drafté non, je tu suis pas l'enregistres drafté, c'est juste que c'est un rugbyman, donc je lui garde cette part belle-là. On fait bosser le réseau des rugbyman entrepreneurs. Je vous invite à regarder aussi ce podcast où je vais un peu parler de ma passion pour le rugby et ma pratique du rugby. Super. Merci à toi. Merci.